Bienvenue à Planète Terre. Cette semaine à l'émission Internet et les jeunes. Quel est le niveau de danger? Les Européens viennent de publier une très importante étude sur la question. Le juriste spécialiste d'Internet Vincent Gautret en a pris connaissance et va nous en livrer les principales conclusions. Ensuite, nous retournons dans le printemps arabe avec notre invité Pierre Razou pour la deuxième partie de l'entrevue qu'il nous a accordée, cette fois-ci sur l'Égypte. Après la dictature du président Moubarak, est-ce que ce pays se dirige vers une démocratie? Et si oui, quelle sorte de démocratie? Vous allez voir, la réponse n'est pas exactement celle qu'on espérait. Finalement, on va parler de langage. Est-ce que la langue modèle la pensée ou est-ce que la pensée modèle la langue? C'est la grande question qui intéresse les philosophes et les linguistes depuis des années. Et c'est l'anthropologue John Levitt qui vient d'y consacrer un ouvrage. Il va nous faire part des éléments du débat et de sa propre conclusion. Mais d'abord, Internet et les jeunes. Alors, comme promis, on parle d'Internet et le niveau de dangerosité d'Internet pour nos jeunes est-il aussi important qu'on l'entend souvent? Bien, on en discute avec Vincent Gautret. Merci d'être avec nous, Vincent. Merci, M. Vizet. Vincent, vous êtes professeur au département à la faculté de droit. Vous êtes titulaire de la chaire de la sécurité et des affaires électroniques. Vous avez publié La circulation des renseignements personnels et le Web 2.0 avec Pierre Trudel et avec notre ami Benoît Dupont de criminologie. Cet article récent, Crime 2.0, le web dans tous ses états. Mais vous avez surtout lu pour nous la plus grande étude occidentale jamais réalisée sur l'Internet et les enfants. Parlez-nous d'abord de l'étude, son ampleur et pourquoi elle est intéressante. Elle est intéressante, d'une part, du fait de l'ampleur, une étude de 25 000 personnes, 25 000 enfants donc, qui ont été analysés, qui ont été questionnés. C'est la première fois qu'on est dans 25 pays européens, donc un éventail aussi large. Elle est aussi intéressante parce qu'elle remet en cause en fait certains mythes justement par rapport à la dangerosité, ou sans absolument dire qu'il n'y a pas de danger, évidemment, on a tendance à dire que d'une part, les enfants sont plus conscients qu'on le croit de ces dangers, d'autre part, ils sont capables à certains égards de les contrer. Et aussi, quand on le compare avec les bons vieux dangers de la cour d'école, oui. Eh bien, à bien des égards, c'est pas si plus dramatique que ça. OK, on va les prendre un par un. Donc, ce sont des enfants qui ont, en deux groupes, de 9 à 15 ans, 9 à 16 ans. 9 à 16 ans. Et on a d'abord essayé de voir dans quelle mesure ils étaient présents sur Internet. Et donc, c'est très important. Là, je regarde rapidement certains chiffres. Les pays les plus branchés, c'est les Pays-Bas. 80% des jeunes sont sur des réseaux sociaux. Mais en général, c'est une majorité. Et là, on leur a posé des questions sur leur usage, d'abord sur leurs compétences et sur les risques. Est-ce qu'ils ont été ennuyés, tracassés? Est-ce qu'ils ont vu de la pornographie? Et ils en ont vu de tout ça. Ils ont tous été tracassés, tous. C'est-à-dire des proportions, à peu près 10, 12, 13% ont été tracassés, ennuyés, ont vu de la pornographie. En quoi est-ce que ça vous rassure? Bien, il y a à peu près 12% de ces enfants qui ont été dérangés. Relativement à 5 grands types de menaces, la pornographie, les menaces, ce qu'on appelle les sexting, c'est-à-dire la pornographie qui passe souvent par des téléphones mobiles. Des prises de vue, de position, voilà. de nudité partielle ou totale, d'amis. D'amis, de collègues ou d'inconnus. Des rencontres, ce qui, ça peut-être est le plus rencontre avec des inconnus, et puis une catégorie autre, c'est-à-dire des propos haineux, des incitations au suicide, des incitations à l'anorexie et autres. Donc un autre type de contenu problématique. Et alors il y a des pourcentages qui sont différents dans ces 5 catégories de risques. Sur la pornographie, encore une fois, qui est peut-être celui auquel on pense en premier, encore une fois, 14% d'enfants en ont vu, donc du matériel, comme on dit, plus ou moins explicite, ce qui est, encore une fois, relativement moins que ce qu'on a pu voir dans d'autres études. Je pense notamment à une étude qui a été faite par le Centre canadien de protection de l'enfance, je pense, qui est situé en Alberta, et qui, dans un entrefilet, semble dire qu'ils ont fait une étude, et puis que 34% d'enfants de 4e année auraient vu du matériel pornographique. Donc là, on parle sur de 34%. Internet. Sur Internet, 34%
pour des enfants de 9-10 ans, alors que dans cette grosse étude, on parle de 14% sur des 9 à 16 ans. Donc, on peut imaginer que 15-16 ans, on en a vu beaucoup plus que les 9-10 ans. Donc, c'est quand même une différence très sensible. Donc, l'ampleur et la rigueur de cette étude-ci, qui donne un taux nettement plus faible, porte à penser que ce n'est pas un enfant sur 3 qui voit la pornographie, c'est plutôt 1 sur 7, 1 sur 8. Et ce qui est intéressant, c'est, bon, vous avez vu de la pornographie sur Internet, mais est-ce que vous en avez vu ailleurs? Oui, ça aussi c'est intéressant, et puis ça se compare à différents niveaux d'ailleurs, c'est que 14% en ont vu sur Internet, mais il y a aussi 9% qui en ont vu à la télé et dans des vidéos, dans le cadre de vidéos. Donc 23% des enfants en ont vu de manière générale, et 9, un peu plus effectivement sur Internet, mais là encore... On aurait pensé que ça démultiplierait un facteur de 2, de 7, de 10, à cause de la facilité d'accès avec Internet. Et toujours relié à cette notion de fantasme, encore une fois, c'est peut-être pas approprié dans ce cas-ci, mais le fantasme de dangerosité d'Internet, un espace non contrôlé, c'est la même chose avec la vidéo, avec la télé qui est elle, contrôlée. Et bien, les enfants peuvent accéder aussi à de tels contenus. Il y a, de façon encore plus marquée, pour ce qui est du harcèlement sur Internet et dans la vie. Expliquez-nous. Intéressant aussi, 93% des enfants vont au moins une fois par semaine sur Internet. Et sur ces 93%, 6% ont reçu des messages menaçants. 6%, c'est trop, c'est beaucoup. Mais quand on compare, là encore une fois, aux 100% des enfants donc, qui font partie de l'étude, les 25 000, 19% ont reçu des menaces, tout support confondu. Donc 6% de menaces en ligne et plus de 16%, parce que 16 sur 100%, on a reçu donc, de manière générale. Donc la plupart des menaces viennent en dehors d'Internet, c'est ça. Donc on est dans une situation où on peut dire qu'on est à quasi-maturité de la pénétration d'Internet chez les enfants européens. Là, on voit mal comment ils vont être plus présents que ça, enfin légèrement plus. Et donc, on devrait être dans une situation de véritable utilisation maximale par les harceleurs, entre eux, les enfants, les adolescents. Et là, on s'aperçoit que, donc, bonne nouvelle, 84% des enfants ne sont pas harcelés point dans leur vie, c'est déjà ça. Puis parmi ceux qui sont harcelés, 2 fois sur 3, ce n'est pas sur Internet. Donc le harcèlement dans la vraie vie est 2 fois plus important que le harcèlement sur Internet. Ce n'est finalement qu'une arme de harcèlement de plus, ce n'est pas l'arme prédominante. Et puis qui a sans doute des spécificités propres. Parce que c'est vrai que sur Internet, il y a une persistance qui est plus présente. Je veux dire, ça reste, il y a une trace qui reste. Mais de l'autre côté, les méchants qui harcèlent sont plus faciles à trouver aussi, à cause de cette même persistance-là. Donc, il y a des éléments de spécificité, mais il n'y a pas, encore une fois, ce mythe de dangerosité ne s'applique pas non plus sur la menace. Alors, une question très importante, lorsqu'on parle d'Internet, c'est l'idée que notre enfant est devant son écran et nous cache ce qui s'y passe. Et ne nous le dira pas. Et on ne le saura pas, ou on ne le saura que lorsqu'on aura un appel d'un autre parent, ou d'un directeur d'école, ou du policier. L'étude dit, dans la plupart des cas, c'est pas vrai. Pourquoi? Les parents et les amis et l'école sont présents. Dans à peu près 70% des cas, quand ça va mal, quand on a reçu une menace, ou quand, un peu moins quand on a vu du matériel porno, les enfants vont voir quelqu'un. Dans 7 cas sur 10, ils vont voir quelqu'un, ce qui est plutôt rassurant. Donc les parents sont relativement présents au dire des enfants, au dire de son âge-là. Les enfants expliquent, et c'est intéressant aussi, leurs parents ne sont pas des cybernouilles, comme on dit souvent, qu'on peut le croire. Dans un tiers des cas, ils sont bien plus au courant des technologies qu'eux. Dans un tiers de cas, ils le sont moins. Et dans un tiers des cas, c'est à peu près moitié-moitié. Donc, une fois sur 2, le parent est au moins équivalent en termes de technologie que son enfant. Donc, le parent, souvent, et puis c'est une clé de la solution, il faut que les parents, que les amis interviennent quand il y a un problème. Cette clé de solution pourrait être améliorée sans aucun doute, surtout dans les cas de menaces, les cas de rencontres physiques. Mais il y a quand même déjà une ossature de communication qui existe déjà. On dit la plupart des parents, 70%, parlent avec leurs enfants de ce qu'ils font sur Internet
et dans 58 des cas, restent à côté d'eux quand ils sont en ligne. C'est énorme. 58 moi, je suis un enfant, je ne serais pas content que papa ou maman soit toujours à côté de moi, mais quand même, face au mythe, face à notre crainte de l'enfant seul devant son écran, ça nous dit que la réalité est dans le sens inverse plutôt. Tout à fait. Et cela dit, on dit sur les usages au tout début aussi que dans presque un cas sur deux, l'enfant dispose d'un mobile qui lui permet d'accéder à Internet et qu'il a donc la possibilité d'accéder dans sa chambre à la chambre ou dans le placard. Ou dans le placard. Ouais. Donc on peut imaginer dans ces cas-ci que le parent est peut-être moins derrière son épaule que... Mais de manière générale, effectivement, le parent n'est pas la personne complètement déconnectée des usages de ces bambins. Bon, mais c'est aussi, vous dites, effectivement, les parents ne sont pas des nouilles. Bon, on dit toujours, si vous avez un problème avec un appareil électrique, demandez à votre enfant d'âge préscolaire de le réparer. Ouais. Mais il faut dire que là, on vient de parler l'an dernier à des enfants de 9 à 15 ans dont les parents sont dans la trentaine ou la jeune quarantaine. Exactement. Donc, on est déjà dans une deuxième génération de gens qui ont une certaine pratique de la technologie. Exactement. Alors là, on n'a pas d'études longitudinales, je veux dire, dans le temps, à savoir ce qui était le cas il y a 5 ou 10 ans, mais on peut penser qu'on est en présence d'une génération de parents qui, non seulement savent utiliser l'outil, mais savent l'importance d'en parler avec leurs enfants. Et savent peut-être aussi l'importance pour leurs enfants de l'utiliser. Je pense que la pire des choses, dans des cas qui restent à surveiller, qui restent potentiellement dangereuses, la pire des choses, ce serait d'interdire aux enfants de ne pas aller sur Internet et même de ne pas aller sur les médias sociaux, j'aurais tendance à dire. Est-ce que vous avez trouvé qu'il y avait des éléments ici qui faisaient ressortir des pays en particulier par leurs avancées ou leurs difficultés? Est-ce que quelqu'un se distingue parmi les 25 pays européens? J'ai moins regardé l'analyse pays par pays. J'ai plus regardé les tendances générales. La raison à tout ça, c'est qu'encore une fois, c'est pour utiliser de telles données dans un contexte canadien. Donc, les tendances générales sont peut-être plus intéressantes que dans le cas de pays en particulier. Il y a des pays de l'Europe de l'Est, étonnamment, qui semblent très liés aux technologies. Mais je dirais en termes de tendance nationale, je n'ai pas vraiment analysé ce point de vue-là. Si on regarde les autres risques, on dit le deuxième, après les messages sexuels, deuxième risque le plus répandu est l'exposition à des messages dangereux mis en ligne par les internautes. Des messages de haine. Dans 21% des enfants les plus vieux, 11-26 ans, donc on dit avoir vu des messages de haine. 21, c'est le total. Donc, message de haine, 12%. Pro-anorexique, c'est intéressant, 10%. Appel à l'automutilation, 7%. À la prise de drogue, 7%. Ou au suicide, 5%. Alors, bon, à la fois, on dit, c'est épouvantable qu'il y ait un seul message pro-anorexique, mais en fait, moi, je suis un peu étonné de la petitesse du chiffre d'encouragement à la prise de drogue à 7%. Parce qu'on a l'impression que la consommation de drogue légère, en tout cas, est nettement plus élevée que 7% chez les 11-16 ans, en tout cas au Québec. Et ils en parlent relativement peu en ligne. C'est peut-être un signe, en fait, qu'ils ont conscience que, justement, si on parle des médias sociaux, qui sont un des outils utilisés, les médias sociaux, souvent, dans l'esprit des plus jeunes, sont considérés comme un lieu public. Donc, comme dans tout lieu public, on n'expose pas des comportements que l'on trouve à certains égards un peu... parce qu'on sait qu'ils peuvent être illégaux, donc on ne les expose pas de manière aussi ostensible que cela. Et ça dépend aussi de la liste d'amis sur Facebook. Est-ce que... Il y a des chiffres là-dessus aussi. Oui. 29% des enfants qui ont été sondés ont plus de 100 amis. Ce qui n'est pas, là encore, le mythe du jeune qui a plusieurs centaines, jusqu'à la limite de 5000, je pense, dans Facebook. Là, il y a 29%, un gros 1 sur 4, qui a plus de 100. Oui. Alors, et combien ont leurs parents parmi leurs amis? C'est la grande question. Est-ce qu'on doit, lorsqu'on a un enfant, ma fille a 12 ans maintenant, elle est sur Facebook. Alors, sa mère et son ami, moi, j'ai choisi non. Déjà qu'il y ait un des parents, je trouvais ça bien, mais j'ai demandé, j'ai dit, il faut en aucun cas que tu acceptes une demande d'amitié de quelqu'un que tu ne connais pas personnellement. Bon, alors c'est ça, c'est à peu près la limite. Alors, qu'est-ce que... 30% des jeunes le font.
30% contactent des inconnus, donc acceptent de contacter des inconnus. Et parmi ces 30%, 9% ont rencontré de visu la personne. Et 1 sur 9, dans un cas sur 9, ça s'est mal passé. Je dirais, des 4 types de menaces, il y a quand même celle-ci qui peut être potentiellement très grave. Qui est potentiellement très grave. Ouais. Et la moitié de ce pourcent qui a posé problème considère que ça a été dommageable pour eux. Bon. Cette connaissance-là, maintenant, elle va servir à quoi? C'est un lieu social, c'est un lieu de développement Mais social. de savoir ces chiffres-là, maintenant qu'on sait ça, qu'est-ce que les faiseurs de politique, qu'est-ce que les conseils qu'on peut donner à partir de cette connaissance plus fine que... Alors, les solutions, il y a la loi qui fait très bien son travail, qui dispose de toutes les dispositions requises, et à mon avis, qui ne requiert pas, en dépit des tendances que l'on voit au Canada, en France, à vouloir adopter de nouveaux textes, la loi est très bien faite et satisfait les cas les plus pathologiques avec les cas de menaces, etc., notamment la pédophilie, etc. Donc la loi, à mon avis, n'est pas une solution d'avenir. Moi, je pense qu'il y a une solution qui transparaît, je dirais, à demi-mot dans cette étude, c'est favoriser des interfaces pour que les enfants puissent s'ouvrir, en fait. Ils le font déjà, on l'a vu beaucoup avec les parents, mais les 30% qui ne parlent pas avec leurs parents ou avec leurs amis, comment serait-il possible justement de les favoriser? Quand on s'ouvre, déjà, il y a une grosse partie du problème qui est réglée. Troisième solution, ou deuxième solution, à mon avis, tout à fait, qui n'est pas si compliqué que ça de mettre en place, c'est l'éducation, évidemment. L'éducation sur le plan des technologies, si ce n'est pas déjà le cas, même si on se rend compte que nos enfants, ils l'attrapent. Si on ne leur enseigne pas, ils l'attrapent. Mais il y aurait lieu de former, d'avoir un cours au secondaire sur l'usage des médias sociaux, l'usage généralement d'Internet, pour, tout simplement, ils le font déjà dans presque 4 fois sur 10, dans 38% des cas, quand ils ont un début de relation qu'ils trouvent un peu embarrassante, ils sont capables de bloquer cette personne-là. Donc, sur le plan technologique, il y a de l'éducation à donner. Je crois qu'en termes d'éducation aussi, et puis là encore, je sors de mon domaine de confort, mais je suis ce que des études ou des personnes plus savantes que moi sur ces aspects-là, je pense qu'il faut revenir avec l'éducation sexuelle. Parce que et puis c'est peut-être un élément de conclusion aussi, après ce constat, je dirais, relativement favorable, ou plutôt favorable, il ne faut quand même pas perdre de vue, il y a un élément moi, qui me chicote un peu, c'est qu'en une dizaine d'années, le matériel pornographique est devenu beaucoup plus hard qu'il n'était il y a 10 ans. Et je pense que c'est important à nos enfants qui n'ont pas d'idée préconçue de ce qu'est la sexualité, de leur dire que ce qu'ils voient sur Internet, c'est peut-être pas la norme. C'est peut-être pas la norme qui est la plus satisfaisante pour eux. Donc, avant, l'éducation sexuelle est utilisée pour apprendre. Là, elle doit être utilisée un petit peu pour casser. Pour relativiser. Pour relativiser certains usages qui peuvent être normaux sur Internet et qui ne le seraient peut-être pas pour le commun des mortels. Vincent Gautret, merci beaucoup d'avoir été avec nous, de nous avoir expliqué tout ça. Je rappelle votre ouvrage, La circulation des renseignements personnels et le Web 2.0 avec Pierre Trudel. Vous avez choisi quoi comme plage musicale pour conclure notre entretien? J'ai choisi un peu de poésie, en fait, une chanson, des paroles de Prévert qui ont été chantées notamment par Yves Montand en sortant de l'école, parce que j'espère que mes enfants, que nos enfants auront l'occasion de voir tous ces espaces fleuris, ces îles parfumées, comme le dit Prévert, parce qu'Internet, c'est aussi ça. Je voyais récemment avec mes enfants le film La guerre des boutons. Ici, on a fait la guerre des tucs. Alors, on a vu les deux. Évidemment, la guerre des boutons, ils sortent de l'école et ensuite, ils font la guerre des boutons tous les soirs. Et mon fils me rapportait cette conversation intéressante. Quelqu'un a dit, mais qu'est-ce qu'ils faisaient dehors tout le temps après l'école? Et son ami a répondu, ils n'avaient pas la télé. Ils n'avaient pas Internet non plus, aurait-il pu ajouter. Alors, on écoute grâce à vous Yves Montand qui chante Prévert en sortant de l'école. En
En sortant de l'école, nous avons rencontré un grand chemin de fer qui nous a emmenés tout autour de la terre dans un wagon doré. Tout autour de la terre, nous avons rencontré la mer qui se promenait avec tous ses coquillages, ses îles parfumées, puis ses beaux naufrages. Nous sommes de retour à Planète Terre, l'émission des chercheurs du Cerium, et avec mon invité Pierre Razou, nous faisons un tour d'horizon de la situation de ce qu'on appelle maintenant le printemps arabe. Pierre Razou, qui est de la division recherche Afrique du Nord, Proche et Moyen-Orient au Collège de défense de l'OTAN. Alors, vous avez écrit dans une de vos notes d'information et de vos analyses que c'était une illusion d'optique de penser qu'on était dans un effet domino. C'est-à-dire un dictateur qui tombe, qui entraîne une situation révolutionnaire dans un autre pays, puis dans un autre pays. En fait, vous dites, c'est pas ça. C'est une simultanéité de l'accumulation de mécontentements divers selon les endroits, mais qui arrivent à peu près en même temps. Expliquez-nous pourquoi et de quelle convergence il s'agit. Alors, je crois qu'il y a différents facteurs qui ont clairement entraîné cette révolte du monde arabe. C'est-à-dire il y a à la fois des facteurs socio-économiques dont on a beaucoup parlé. Pourquoi? Parce que dans la plupart des pays arabes, plus de la moitié de la population a moins de 25 ans. Le taux de chômage est énorme. Statistiquement, la plupart des jeunes donc de ces pays-là n'ont connu que la personne qui est actuellement au pouvoir, qu'il s'agisse d'un roi, d'un président, peu importe. Donc il n'y a aucune véritable culture d'alternance politique parce que la situation économique est souvent catastrophique dans la plupart de ces pays, ou en tout cas mauvaise. Et puis parce que grâce à la globalisation, ils voient ce qui se passe autour d'eux. Donc ils se disent pourquoi pas nous, parce qu'en même temps il y a une frustration énorme qui est due au fait que dans les sociétés arabes, les populations arabes depuis la fin de la décolonisation sont en recherche fondamentale de leur identité culturelle, historique, ethnique, religieuse, voire tribale dans certains cas. Et donc en fait beaucoup d'Arabes se sentent troublés parce que finalement ils voient que le monde bouge et que leur pays ou leur régime, par contre, est figé. Donc ils se réfugient dans plein de choses. Ils peuvent se réfugier dans l'islamisme, ils peuvent se réfugier voire même quelque part l'exil. De nombreux Arabes préfèrent aller s'installer dans d'autres pays, etc. Donc on voit qu'il y a une crise majeure. Donc c'est l'accumulation de tous ces facteurs historiques, tribaux, parfois religieux, etc., notamment l'opposition chiite, sunnite dans certains pays, qui provoque ça. Alors je crois ensuite qu'il faut un petit peu préciser certains points. Souvent, ce substrat existe dans la plupart des pays, mais il est extrêmement difficile de prédire quand l'éclatement va avoir lieu. Là, pour le coup, on parlait d'effet domino. Moi, je préférerais parler, alors là, d'effet papillon. Qui aurait prédit, et même en tant qu'expert, je ne l'avais pas prédit du tout, le fait que lorsque un jeune Tunisien s'est immolé dans une ville de troisième zone en Tunisie, finalement, c'est ce geste-là qui allait réellement provoquer l'explosion en Tunisie, qui allait lancer immédiatement dans la foulée la révolution en Égypte. Et à partir de donc là, on peut dire qu'il y a un effet à la fois papillon et domino. Et puis à partir de là, une fois que le régime égyptien est tombé, on sort de la logique domino et on assiste un petit peu comme ça, partout en même temps, à l'émergence de ces mouvements. Mais pour relativiser... Mais c'est aussi... il faut qu'il y ait des conditions de révolte, qu'il y ait une braise présente dans un pays pour que le processus s'enclenche, quel que soit son déclencheur. Mais quand même de savoir qu'un peuple frère a réussi à renverser son tyran local, ça vous dit, si c'est possible là, pourquoi pas ici? Alors, c'est l'espoir et le précédent qui migre d'un pays à l'autre. Tout à fait. Mais là où ça a un petit peu changé, c'est avec l'Égypte. C'est-à-dire que l'Égypte était la plus grosse cible. C'est-à-dire que l'effet domino aurait dit, ça part d'un pays, puis ça va dans un pays un petit peu plus grand, un petit peu plus grand, un petit peu plus grand. Et en fin de compte, ça aboutira à l'Égypte, qui est le pays clé phare. Et lorsque l'Égypte aura basculé, alors là, tout sera possible. Le paradoxe, c'est qu'on est allé directement d'un des plus petits pays, la Tunisie, au plus grand, l'Égypte. Et l'Égypte a basculé. À partir du moment où l'Égypte a basculé, tout devient possible.
tout devient possible, c'est-à-dire que même en Arabie Saoudite, même en Algérie, au Yémen, bien entendu, on l'a vu, mais dans d'autres États, même en Syrie, tout est possible. Là où il faut peut-être certainement relativiser, c'est il faut rappeler l'importance des médias et des médias internationaux. Pourquoi, par exemple, il y a quelques semaines, la situation s'est dégradée à Bahreïn, soudainement, alors que tout semblait calme? C'est parce que, pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la crise, la presse internationale était présente à Manama, à Bahreïn, pour le Grand Prix de Formule 1. Bon. Donc, le Grand Prix de Formule 1 était prévu une semaine après le premier jour, donc le jour des premières émeutes à Bahreïn. Donc, les dirigeants locaux, chiites notamment, qui vivent dans des conditions difficiles, et j'étais sur place, je peux en témoigner, se sont dit, c'est le moment idéal ou rêvé d'agir, parce que nous avons les journalistes du monde entier présents pour le Grand Prix de Formule 1 qui vont couvrir l'événement. Et donc, ils ont lancé là. Pourquoi la situation est tombée également en Égypte et elle n'est pas tombée au Yémen? Parce que, alors même que les conditions sont très très similaires. Le président Saleh est toujours au pouvoir à Sanaa, le président Moubarak est tombé. Parce que, alors même que les crises se sont développées au même moment, le focus de tous les médias internationaux s'est porté sur la place Tahrir au Caire, et donc a mis une pression énorme sur le pouvoir égyptien, alors que très peu de gens couvrent la situation au Yémen. Donc à partir du moment où un dirigeant sait que finalement il échappe à la couverture des médias, il se dit finalement ça va, ma situation est meilleure. Et donc, à contrario, la stratégie ou la tactique des opposants ou des gens qui veulent faire tomber le régime, évidemment, c'est d'attendre qu'une crise soit résolue et que le focus international soit sorti de cette crise-là pour pouvoir se réengager quelque part. C'est ça. Et donc, les dirigeants rebelles intelligents disent, bon, là, il faut attendre que Kadhafi tombe avant de relancer. Bon. Ils n'ont pas eu le message en Syrie, par exemple, parce qu'en Syrie, ils le font en même temps. Et parce qu'en Syrie, de toute façon, la presse et les médias internationaux ne sont pas là. Donc ça ne change rien. Et aussi parce que, par contre, Al Jazeera est là en Syrie. Et Al Jazeera a son propre agenda. Enfin, Al Jazeera, l'État du Qatar, etc. Donc pour vous, la chaîne arabe Al Jazeera répond à des impératifs politiques du gouvernement du Qatar. Pour vous, il y a un lien là à faire. Elle n'est pas indépendante. Je dirais qu'elle est en partie indépendante. Elle est devenue en partie indépendante, mais bien entendu, elle répond aussi à un agenda politique. Bon, alors, donc ça, c'est Je parle bien évidemment à titre totalement personnel. À titre personnel, d'accord. Vous ne représentez pas l'OTAN dans cette, bien évidemment pas. Dans cette affirmation. Donc, simultanéité, existence de mécontentement réel, jeunesse très grande, mais jeunesse aussi connectée plus que les générations précédentes à la réalité occidentale et connectées entre elles par les réseaux sociaux. Alors, ça a été un élément, d'après vous, qui a fait sauter le contrôle de l'information, essentiellement que le pouvoir local pouvait exercer avant l'existence de Facebook et de Twitter. Et lorsqu'on dit parce que la question qui est posée, c'est quelle est la force relative des islamistes radicaux à l'intérieur de ces mouvements, nos amis arabes nous disent, mais vous n'avez pas vu la foule, ce sont des jeunes. Ce sont des jeunes qui veulent quoi? Ils veulent la démocratie. Ils veulent ce qu'ils voient à la télé, ils veulent ce dont ils se parlent sur Facebook, etc. Est-ce que c'est aussi votre lecture? Je pense que oui. À la fois, le rôle des réseaux sociaux a été clé, et il ne faut pas non plus le surestimer ou le surévaluer. Il a été absolument décisif et clé dans les phases initiales de réunion des gens. C'est-à-dire que place Tahrir, en Tunisie, un petit peu en Syrie, bien qu'en Syrie ce soit quand même très verrouillé, au Yémen ou ailleurs, les réseaux sociaux permettent d'amener de manière imprévue, c'est-à-dire et imprévisible pour le pouvoir, une masse critique de gens, de jeunes, qui souhaitent manifester à un endroit. Voilà. Et pour ça, c'est clé. Parce que justement, ça permet de s'affranchir de tous les autres registres. C'est un petit peu la version moderne du téléphone arabe, si vous me passez l'expression. Une fois que ces personnes sont réunies, par exemple place Tahrir ou place de la Perle ou ailleurs, j'allais dire, les réseaux sociaux n'ont pas perdu leur utilité, mais disons,
ont atteint leur but. Et ensuite, c'est aux personnes qui sont sur place de se réunir, de créer l'agenda, de créer la logique de la protestation. Et ce n'est pas Twitter qui va leur permettre de rester. C'est eux-mêmes, c'est leur courage, c'est leur motivation. Donc, il ne faut pas dire non plus que c'est grâce à Twitter ou Facebook qu'on va faire tomber le régime. Non, c'est un outil. C'est-à-dire, c'est un outil qui permet de se réunir, de contourner, j'allais dire, de manœuvrer, de se dire non, ce ne sera pas Place Tahrir, ce sera à telle place qu'on va se rencontrer plutôt. Et de faire de la démonstration Et de faire de la démonstration de force. Ouais. Mais ensuite, on est dans une logique purement humaine et politique. C'est-à-dire que... Voyons où ça nous mène en Égypte. Donc, Moubarak est tombé, on a un gouvernement en ce moment militaire qui fait la transition. Il y a eu un référendum sur une... réforme limitée de la Constitution, mais qui permet la tenue d'élections d'ici la fin de l'année. Et là, la grande question, c'est est-ce que les seules forces capables d'être présentes de façon importante dans l'élection qui s'en vient sont les frères musulmans parce qu'ils préexistaient, et un parti proche des militaires ou de ce qui reste du parti de Moubarak parce qu'il préexistait, ou est-ce que les nouvelles forces de jeunesse, de réformistes qui ont émergé pendant la révolution elle-même vont avoir la capacité, le temps de s'organiser en force de remplacement. Où est-ce qu'on en est? Je crois clairement que le résultat du référendum est très éclairant. 77% des Égyptiens ont approuvé le référendum, même si le taux de participation était relativement faible. En tout cas, pas aussi élevé. 60%. 60%. Donc, c'est-à-dire qu'il y a 40% des Égyptiens qui ne sont pas allés voter. Au passage, l'Égypte restant un pays quand même très rural aussi, même s'il est très urbain dans la vallée du Nil, et c'est un pays surtout dans lequel le taux d'analphabétisme est encore élevé. Donc, il y a beaucoup de gens, sans doute dans ces 40%-là, qui sont les gens qui sont vraiment dans les coins les plus reculés d'Égypte, ou qui sont tout simplement qui ne savent ni lire ni écrire, et qui ne se sentent pas véritablement concernés par ce qui se passe dans le pays. Et dans les gens qui ont voté, 77% ont soutenu la réforme de la Constitution. Qui appelait à voter oui, donc à soutenir? C'était les généraux, qui ont envie que ça se termine, disons, le plus vite possible. C'était les anciens caciques du parti, qui sont liés par des intérêts économiques aux généraux et à l'activité économique du pays. Et ce sont les frères musulmans. Paradoxalement, tous les partis libéraux, entre guillemets, réformistes, etc., avaient appelé à voter non. Parce que les réformes n'étaient pas suffisantes. Parce que les réformes n'étaient pas suffisantes. Qu'est-ce qui manquait pour eux, essentiellement? Eux souhaitaient une refonte complète de la Constitution. Or, là, les réformes ont simplement limité le nombre de mandats, donc à 2 du président. On fait des arrangements cosmétiques sur qui a le droit de se présenter, qui ne peut pas se présenter, comment certaines relations entre le pouvoir, entre le président et le Premier ministre agissent, mais c'est tout. Donc c'est une sorte de lifting, c'est pas du tout une transformation. Le fait que 77% pardon, des Égyptiens l'aient approuvé signifie en termes de rapport de force que les libéraux, donc ceux que l'on met en avant dans la presse occidentale, dans les médias occidentaux, ne représentent que 23% de la population. Ce qui veut dire que vous avez une immense majorité des Égyptiens, donc également soutenus par les frères musulmans, qui finalement veulent arriver à un système de transition rapide. Pourquoi ? Parce qu'actuellement, je pense que les généraux égyptiens ont trouvé une alliance de fait avec les frères musulmans, qui sont le parti politique, enfin disons la force politique la plus structurée, la plus coordonnée, la plus encadrée actuellement en Égypte, qui sont paradoxalement celles qui sont prêtes à finalement beaucoup de compromis avec le pouvoir et avec les généraux, tant que les généraux et le futur pouvoir, finalement, leur concèdent une mainmise sur la société, enfin, c'est-à-dire sur l'agenda de politique intérieure égyptien. On voit bien que les généraux sont tentés de dire aux frères musulmans, si vous acceptez, vous, frères musulmans, que nos intérêts économiques, à nous, généraux, disons militaires, dans la société égyptienne soient préservés, si vous ne remettez pas en cause les accords internationaux, comprendre l'accord de paix avec Israël et la politique, entre guillemets, pro-occidentale de l'Égypte, et si vous ne rentrez pas dans la compétition pour le poste de président, nous sommes prêts à faire affaire avec vous, finalement, parce qu'à la limite, vous entendrez de ça, et on vous laisse un large champ de manœuvre sur la politique intérieure égyptienne, c'est-à-dire sur une islamisation accélérée de la société.
Quel est l'agenda en même temps des frères musulmans? Les frères musulmans, clairement, je pense, s'inspirent de l'AKP, donc le Parti Justice et Développement en Turquie, pour prendre le pouvoir de manière paisible, sereine, sur le long terme. C'est-à-dire que l'agenda des frères musulmans ne consiste pas à prendre le pouvoir tout de suite lors des prochaines élections, mais sur le long terme, pour ne pas effrayer l'opinion internationale, et pour ne pas effrayer les militaires égyptiens, et pour ne pas effrayer la société égyptienne tout simplement. Mais si ce n'est pas eux qui prennent le pouvoir aux prochaines élections, ce sera une coalition. Une coalition. Une coalition, c'est-à-dire que on ne sait pas de combien, mais les frères musulmans obtiendront un score très important, peut-être entre 30 et 40%, peut-être même plus, mais il n'est pas impossible qu'une entente entre le pouvoir et les frères musulmans tende même à réduire leur influence, là encore pour ne pas affoler et ne pas inquiéter outre mesure et la population et la communauté internationale. Pendant leur première législature, donc 5 ans, les frères musulmans se diront « nous sommes le parti majoritaire », même si nous n'avons pas la majorité, donc gouvernement de coalition. Pendant 5 ans, les frères musulmans pousseront leur agenda de politique intérieure. Lors des élections suivantes, 5 ans plus tard, les frères musulmans, là, qui ont travaillé en substance la société, arrivent et sont majoritaires, c'est-à-dire dépassent les 50%. Et donc ont plus de la moitié des sièges au Parlement, et demandent le poste de Premier ministre, exactement comme l'a fait l'AKP en Turquie il y a quelques années. Et une fois qu'ils ont le poste de Premier ministre, là, ils diront aux militaires, la prochaine fois, là oui, on concourt. On sera candidat à la présidence. Et donc, on est sur un schéma de 7-8 ans. Et donc, dans 7-8 ans... Ça c'est leur scénario. Il n'est pas certain que ça fonctionne. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir en contrepartie, si vous le savez et vous le dites à cette émission, d'autres doivent être au courant, est-ce qu'il n'y aura pas en contrepartie une coalition de réformistes modernes qui vont dire, nous, on va empêcher que ça arrive et on va essayer de se constituer? Bien sûr, ce serait souhaitable, mais dans l'état des forces actuelles, je ne crois pas que ce soit une alternative réellement réaliste. En tout cas, pas à moyen terme. Je veux dire, à moyen terme, je ne vois pas ce qui peut empêcher, compte tenu de la nature de la société égyptienne, les Égyptiens d'évoluer dans ce registre-là. Donc, les militaires, tout simplement également parce que les militaires ne veulent pas d'une nouvelle révolution et d'une nouvelle place Tahrir. Les militaires égyptiens veulent conserver la cohésion de leur institution. Ils ont peur plus que tout de la création d'une armée parallèle, une sorte de gardien de la révolution ou de pasdarisation, la création d'une armée de pasdarans égyptiens, un peu sur le modèle de la révolution islamique en Iran. Pourquoi? Parce que si l'armée s'oppose, y compris par la force, à l'évolution politique de la scène égyptienne, au bout d'un moment, c'est-à-dire si on retourne sur un schéma d'affrontement entre l'armée et la foule, l'armée devra décider, in fine, si oui ou non elle tire sur la foule. Et si elle tire sur la foule, elle perd sa crédibilité. Enfin, elle apparaît comme, en effet, un pouvoir de force, mais elle perd sa légitimité. Et si elle perd sa légitimité, ça veut dire que les manifestants et les révolutionnaires créeront probablement une armée parallèle, qui sera une rivale de l'armée, et donc on part complètement... On est très loin de là, il n'y a même pas le début d'éléments de création de milices. Tout à fait, mais les généraux égyptiens savent que leur armée, que l'armée égyptienne est pénétrée par l'influence des frères musulmans. Je vois. Y compris à un niveau élevé, y compris parmi les officiers, y compris par certains généraux. Donc les généraux savent que l'armée n'est pas l'outil qu'ils peuvent manipuler ou qu'ils peuvent instrumentaliser comme cela. Et si les généraux donnaient l'ordre à l'armée de tirer sur la foule, il n'est pas du tout évident qu'au niveau... Et tout le monde tirerait dans la bonne direction. Tout le monde serait dans la bonne direction. Donc ensuite, on évolue sur un système de guerre civile et ce n'est absolument pas ce que souhaitent les Égyptiens. Alors, on prend une pause, on écoute grâce à vous Farouz, grande chanteuse égyptienne, et on vous revient. Nous sommes de retour à Planète Terre, l'émission des chercheurs du Cerium. Ici Jean-François Lisée.
Et nous allons parler de langue et de pensée avec notre invité, John Levitt. Merci d'être avec nous, John. Plaisir. Alors, John Levitt, vous êtes professeur d'anthropologie ici à l'Université de Montréal. Vous avez beaucoup travaillé sur les peuplades d'Inde du Nord, de l'Himalaya, sur leur poésie traditionnelle, leur mythologie, leurs rites. Mais vous vous êtes investi dans une œuvre beaucoup plus ambitieuse que vous avez publiée dans un livre tout récent qui sort des presses, Linguistic Relativities, les relativités linguistiques, la diversité du langage et la pensée moderne. C'est aux éditions Cambridge, ce qui n'est pas rien. Et donc, là-dedans, vous essayez d'abord nous rendre des éléments d'un grand débat entre les linguistes et d'y apporter votre propre contribution. Alors, le grand débat, corrigez-moi si j'ai tort, ce qui est probable, il y a ceux qui disent que la langue structure la pensée et ceux qui disent que non, la langue ne fait que véhiculer la pensée. Exact. Bon. Exact. Et ce sont des grands débats qui se passent actuellement entre linguistes, mais aussi entre linguistes et psychologues, entre linguistes, psychologues, anthropologues, jusqu'à un certain point chez les philosophes. Et ce qui m'a frappé là-dedans, c'est que ces débats qui continuent au moins depuis les années 50, les années 40, répètent ou remettent en valeur les mêmes arguments qu'on a vus plus tôt. Mm-hmm. Et en remontant, on trouve ces mêmes arguments et cette même opposition extrême. Là, je vais essayer d'expliquer ça. Oui. Mais en remontant jusqu'au XVIIe siècle, peut-être au XVIe. OK. Donnez-nous la démonstration des uns et la démonstration des autres. C'est-à-dire, moi, mon argument, c'est qu'on... Non, je ne veux pas ta position à toi. Je veux d'abord la position... Je comprends, mais ma position, c'est qu'il y a une grande division. Donc, d'accord. Et ce n'est pas évident. Et c'est-à-dire, il faut lire beaucoup de philosophes pour penser qu'il y a une grande division. Et si on les lit trop bien, trop en détail, ça disparaît. Et donc, mais ce qui revient, c'est que d'une part, d'un côté, il y a des gens qui pensent que l'humanité est une et la pensée humaine est absolument singulière et partout pareille. Que tout le monde pense de la même façon et que les différences entre les façons de penser relèvent de maturité, peut-être de maturité des peuples, mais fondamentalement, la raison est une. Et évidemment, que la langue, raison, ce sont différentes et les langues sont façons. Différentes. Il y a au moins 6 000 à 10 000 langues dans le monde. Donc, mais que la langue est le véhicule d'une pensée unique. Le véhicule d'une pensée déjà formée, sans l'aide de la langue. Et puis que la langue simplement véhicule. Donc les différences entre les langues viennent après et ne sont pas importantes et ne jouent pas sur la pensée elle-même. De l'autre côté, et là la plupart des psychologues cognitifs, depuis les années 50, les années 60, prennent cette position et voient les ordinateurs ou les mathématiques comme les modèles universels de la pensée humaine. C'est la preuve, puisqu'on est tous sur les mêmes mathématiques, c'est la preuve que les langues sont interchangeables. Oui, et le fait qu'on peut traduire. Oui. C'est constamment évoqué. Le fait qu'on peut traduire du tout prouve qu'on pense tous de la même façon. Puis de l'autre côté, et là encore, depuis très 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 longtemps, il y a des gens qui veulent mettre ensemble langue, pensée, nation, et insister que en fait, chaque langue représente un univers à soi, un univers unique et différent, qui disent que la traduction est toujours problématique, on n'est jamais certain qu'on a bien traduit, et que alors les différences entre les langues sont absolument fondamentales pour l'humain. Même dans la structure de la pensée et dans la perception des choses. Tout à fait. Bon, là, on a un gros problème parce que ce sont deux opinions intéressantes, mais comment est-ce qu'on fait la démonstration scientifique de l'un ou de l'autre? Mais ce qui m'a frappé, c'est que personne n'a fait de démonstration scientifique, ni de l'un ni de l'autre. D'accord. Pour moi, c'est des positions idéologiques. C'est des positions, c'est des images relativement faciles et terriblement séduisantes. Les données sont secondaires dans ces arguments. C'est plutôt une question presque de trip, d'attitude. Parce que généralement, ce qu'on trouve toujours, c'est ce que les gens sont généralement farouches à propos de l'opposition. Et tout à fait méprisants de l'autre position, généralement.
Voilà. Vous évoquez un argument un peu instinctif, impressionniste, mais réel, que tous ceux qui parlent deux langues assez bien connaissent. Et lorsqu'on parle une seconde langue, on n'est pas exactement la même personne. On ne s'exprime pas et on ne dit pas exactement la même chose que souvent les amants, par exemple, vont jouer un rôle en parlant une autre langue et ils vont être pas exactement les mêmes. Et vous en tirez la conclusion, ben, c'est bien la preuve que la langue structure la pensée, sinon ce serait une simple traduction. Ben, je ne dirais pas exactement ça. Déjà, on dit ça. Et c'est vrai qu'on a l'impression que si on parle plusieurs langues, on est plus ou moins différent dans les deux langues. On met des choses ensemble différemment, les idées ensemble pour les exprimer, et même pour les mettre ensemble, pour les penser dans les deux langues. Il y a des psychologues qui disent que c'est une illusion, ça, une illusion totale. C'est vrai que les langues sont très différentes. Si on parle français, on met le verbe au milieu. On commence avec le sujet, puis le verbe et puis l'objet. Si le verbe vient toujours à la fin, comme c'est le cas en japonais dans les langues de l'Inde du Nord, ce qui semble être le cas la plupart du temps en latin, ça veut dire qu'on parle de tous les participants à un événement sans savoir quel était l'événement. Et c'est seulement à la fin. Non, mais le verbe qui indique l'action. Qui indique l'action. Le verbe qui indique l'action, donc qui indique ce qui se passe, vient à la fin. Un peu comme dans les films Star Wars, un peu comme ça, Yoda parle. Mais tout le monde en Inde parle comme ça. Comme ça parle, mais toujours le verbe à la fin. Alors, ça a tout de suite des implications pour la poésie, pour la littérature, pour raconter une histoire, parce qu'on peut mettre tout en place sans savoir ce qui se passe qu'à la fin. Est-ce que ça a des implications pour la pensée? Et je pense que il me semble que c'est parfaitement raisonnable de penser que ça aurait des implications pour la pensée. Laquelle? Ben, ça veut dire que je ne sais pas combien de fois par jour on parle et on devient habitué à toujours penser en termes de participants, et puis seulement après, en comment on les relie. Le plus important vient à la fin. Et c'est quelque chose. Je peux donner d'autres exemples. Oui, allez-y. Oui, ben voilà. Alors, très brièvement, l'histoire que raconte ce livre, c'est que au moins depuis Descartes au XVIIe siècle et John Locke en Angleterre au XVIIe siècle, on était divisé en Occident entre ces deux positions fortes. C'est avec des gens comme Franz Boas, qui est généralement considéré le fondateur de l'anthropologie nord-américaine, mais qui est aussi un des fondateurs de la linguistique moderne. C'est avec Boas qu'on commence à voir une position plus subtile, plus complexe, qui accepte qu'on peut avoir, que n'importe quel grand système culturel dans lequel on participe constamment, comme la langue, va avoir des influences sur la pensée. Et voilà, le genre d'exemple, sans nécessairement que ça soit un univers fermé, ou que ça soit, ou que chaque peuple qui parle une langue différente est fermé des autres, qui présume que la traduction est possible, mais quand même que la traduction est toujours difficile et qu'il faut travailler pour passer dans l'univers d'une autre langue. C'est des univers différents, mais ouverts les uns aux autres, qui est une position beaucoup plus complexe que ce qu'on avait vu avant. Or, ce qui l'a frappé particulièrement, c'est ce qu'il appelle des catégories grammaticales. En français, on a le genre masculin, féminin. Oui. Tout a un genre. Tous les noms ont un genre. Alors, la table, c'est féminin. Voilà, le livre est masculin. Le livre est masculin. Moi, en tant qu'anglophone, tous les noms communs n'ont pas de genre. C'est it. Quelles conséquences pour la pensée? C'est un exemple intéressant parce qu'on nous dit toujours que ça n'a aucune influence sur la pensée, que le fait que ça soit la table plutôt que le table ne fait rien. Et pourtant, quand on pense à quelque chose comme le soleil et la lune, et le fait que pour les francophones, la lune est généralement personnalisée comme un être féminin, le soleil masculin, que dans d'autres langues, c'est inversé, et ces gens-là pensent à la soleil comme étant féminin aux lunes comme étant masculin. Là, on a ce qu'un grand linguiste, Roman Jakobson, a appelé la mythologie quotidienne. Donc, il y a certaines circonstances dans la poésie, dans la mythologie, où le genre est réalisé. Et là, on a eu une série d'expériences relativement récentes, des années 2000,
d'une jeune psychologue qui s'appelle Lera Boroditsky, russe d'origine, sur l'allemand et l'espagnol. Elle a demandé aux gens qui parlent allemand un pont qui est féminin en allemand. Décrivez cette image d'un pont. Enfin, ce n'était pas elle, on avait fait ça juste avant elle, mais je reviens à elle. On avait demandé donc aux gens le pont, comment vous décrivez. Et les gens qui parlaient allemand disaient, d'une façon statistiquement significative, que le pont était beau, élégant, élancé. C'était tous des adjectifs qu'on applique aux femmes. Et on a demandé aux hispanophones, aux locuteurs d'espagnol, de dire la même chose sur el puente, qui est masculin, le pont, comme en français. Et le pont était presque toujours fort, robuste, grand, robuste, exact, fiable. C'est-à-dire, quelque part, entre la conscience et l'inconscience, le genre jouait. Mais un autre exemple, si tu permets, il y a des langues amérindiennes qui ont une forme grammaticale qu'on appelle l'évidentialité, évidence. C'est qu'il faut, dans le verbe, indiquer la source des données. Comment on sait ce qu'on dit? Alors, souvent dans ces langues, il n'y a pas de temps dans le verbe. On ne sait pas si c'était passé ou si ça se passe au présent ou si ça va se passer au futur. Mais il faut indiquer par une forme verbale que c'est quelque chose que j'ai témoigné moi-même personnellement. Il y a une autre forme pour quelque chose que je soupçonne, que j'infère. Et puis une troisième forme pour les choses que j'ai apprises par oui-dire. Et une quatrième forme chez les Kwakiutl de la Colombie-Britannique pour des choses que j'ai apprises en rêve, dont je parle. Et si on mélange ça, c'est aussi grave. C'est un mensonge. Comme une erreur, un mensonge. C'est pire qu'une erreur, c'est un mensonge. C'est exactement comme si je vais chez mon professeur et je dis, oui, j'ai fini le travail, mais ce que je veux dire, c'est que je vais finir le travail. On prend ça comme mensonge. Alors, la question, c'est l'œuf ou la poule. Est-ce que le fait que la langue nous oblige à faire des équations mentales ou à se dire, puisque je mets le verbe à la fin, ou puisque je n'ai pas de genre, ou puisque j'ai des genres, ou puisqu'il faut que j'indique par un élément de contexte que c'est un rêve, c'est le passé ou le futur. Non, pas par un élément de contexte, par la forme du verbe. Par la forme du verbe. C'est tout à fait explicite. C'est exactement comme la différence entre le passé, passé composé, etc. en français. Et je fais ça, comme vous le dites dans le livre, des centaines de fois par jour. Ou des milliers, qui sait? Des milliers, oui, de fois par jour. Donc, ça développe certaines capacités cognitives parce que c'est le bout de ce muscle qui est le cerveau que j'utilise toujours pour faire ça. Et je n'en développe pas certains autres que d'autres peuples qui utilisent d'autres formes grammaticales développent. Et ça devra avoir... soit ça vient du fait que ma pensée était ainsi lorsqu'elle a formé ma langue, soit elle est en train de modifier ma pensée pour s'adapter à la demande qui est faite par ma langue sur mon cerveau. Oui. Oui, ben c'est... Moi, je n'ai pas de réponse à cette question en tant que telle, sauf pour dire qu'il y a une langue est un système qui a tendance à durer après sa date limite, en quelque sorte. Quel but sert le genre en français? Qu'est-ce que c'est-à-dire poétiquement, ça donne une grande richesse à la langue. Bon, moi, je trouve que c'est un appauvrissement de ne pas avoir de genre pour les mots anglais. Soit, mais là, si vous allez dans ce sens-là, vous aurez des langues de plus en plus compliquées, avec de plus en plus de distinctions, et qui finissent par mettre... chaque langue a ses propres distinctions. Mais est-ce que ces distinctions développent à cause d'une tendance de la pensée d'un peuple ou des locuteurs, mais qui viendraient d'où? On peut voir des situations où la structure de la langue force les gens, comme dans les exemples que je viens de donner, à penser dans un certain ordre ou à se référer à un certain aspect de l'expérience. Les temps de nos verbes, on est toujours en train de nous localiser à propos par rapport à ce dont nous parlons dans le temps. C'était déjà passé. Le verbe nous indique le temps. Le verbe, il faut que le verbe nous indique le temps, ou ce n'est plus du français du tout. Voilà. Moi, je pense qu'on peut voir comment la langue
oblige le locuteur à se référer à certaines choses. C'est beaucoup plus difficile de montrer comment une tendance générale d'un peuple a fini par créer la langue. Mais c'est pour ça que Roland Barthes dit que la langue est fasciste. Fasciste. Parce que le fascisme vous oblige à dire certaines choses. Et c'est pas que ça vous empêche nécessairement de dire, mais ça vous oblige à dire. Moi, je dirais plutôt que la langue est communiste. Parce que ce n'est pas hiérarchique, c'est partagé par tous les locuteurs et ça n'appartient à personne. Mais tout le monde est obligé de suivre les règles de la langue de sa nation. De son peuple. Si je décide de changer, même si je décidais de changer les genres pour m'exprimer et dire le table, je ne ferais pas figure d'un grand intellectuel, inventeur, je ferais figure de fou. Oui. Ou d'original pour le moins. Alors, il y a une métaphore que vous employez, qui est très employée en linguistique, c'est la métaphore du martien qui arrive sur Terre et qui essaie de comprendre. Alors, expliquez-nous comment ça fonctionne. Ben, je l'appelle une parabole. On dit, plusieurs auteurs ont proposé le scénario d'un martien qui arrive sur Terre et qui observe les êtres humains. Si on observe les types physiques d'êtres humains, et on présume que le type physique va avec la langue. Type sanguin, n'importe quel autre, taille, couleur de la peau. On va conclure qu'il y a peut-être 6 ou 7 familles linguistiques ou bien langues, avec peut-être des dialectes à l'intérieur. Et en fait, il y en a entre 6 000 et 10 000 langues. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui est de très, très différent là. Ça, c'est utilisé par les gens qui veulent insister sur la diversité et l'importance de la diversité. De l'autre côté, Noam Chomsky, qui est un grand universaliste, qui croit aux structures profondes et innées qui sont toutes pareilles partout, lui, il utilise exactement le même modèle pour dire que si un martien arrivait sur Terre, et regardez particulièrement comment les enfants apprennent la langue. Ce martien dirait qu'il y a une seule langue humaine. Et que les différences sont tellement de surface qu'il y a tant de partagés qu'il y a une seule langue chez les humains. Donc c'est exactement la même histoire, mais tournée à des fins complètement opposées. S'il fallait que je réponde à cet argument... Oui, votre martien, lui, qu'est-ce qu'il dirait? Ah, mon martien que Chomsky appelle John. Ah oui? Oui. Non, je ne sais pas, parce que c'est vraiment 2 martiens clairement avec des préjugés complètement opposés. Ce qui est possible, n'est-ce pas? Même si chez les martiens. Mais on dit que le chimpanzé et l'être humain partagent, je ne sais pas... 97-98% du code génétique. Du code génétique. Oui. Pour moi, c'est comme dire les chimpanzés et les êtres humains, c'est la même chose. C'est juste des sortes de petites variations. Alors, pour certains types de biologistes, c'est parfaitement vrai. Mais pour quelqu'un qui fait l'histoire naturelle ou l'éthologie ou observe, c'est pas vrai du tout. C'est des animaux très, très différents. John Levitt, merci beaucoup pour ces explications. Alors, vous êtes anglophone, c'est votre langue première. Tout à fait. Le français est une langue seconde. Oui, mais j'ai passé 1 an en France, ou presque 1 an, 9 mois en France, quand j'avais 3 ans. Et je pense que ça ramollit le cerveau et ça aide. Et là, il paraît que je pouvais à ce moment dire rouge parfaitement. Et puis maintenant? Non, pas mais du vous tout. Venez de le dire. Tout est... Oui. Non, mais ce n'était pas parfait. Ce n'était pas comme je pouvais faire quand j'avais 3 ans. Mais en tout cas, à la fin de ces 20 minutes de conversation, moi, je tire la conclusion que vous pensez aussi bien qu'un Français. J'ai compris tout ce que vous avez dit. Il n'y a pas de compliment plus haut que ça. Je rappelle le titre de votre livre, Linguistic Relativities, Language, Diversity and Modern Thought, aux éditions Cambridge. John Levitt, merci beaucoup. Merci. Et on écoute Charles Trenet, Le soleil rendez-vous avec la lune. La lune est là, la lune est là, la lune est là, mais le soleil ne la voit pas. Pour la trouver, il faut la nuit. Il faut la nuit, mais le soleil ne le sait pas, et toujours lui. Le soleil est rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là. Le soleil attend, papa dit qu'il a vu sa vie. Des savants avertis par la pluie et le vent annonçaient un jour la fin du monde. Les journaux commentaient en termes émouvants les avis, les aveux des savants. Voilà, c'était notre émission pour cette semaine. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous voulez la revoir ou revoir des émissions précédentes, elles sont toutes disponibles sur notre site serium.ca. Vous trouverez sur le site les annonces de nos activités à venir. Vous y êtes bien sûr conviés.
mais aussi de nos écoles internationales d'été qui auront lieu du 4 au 16 juillet. Alors, ces écoles, je vous en ai déjà parlé. Il s'agit de 6 jours de conférences sur un thème en particulier avec plusieurs professeurs et experts qui vont vous expliquer de quoi ils retournent. Des étudiants, évidemment, de deuxième cycle sont les premiers concernés, mais également les membres d'ONG, les hauts fonctionnaires, les diplomates, les citoyens intéressés, les gens d'affaires. Et vous allez voir, dans la classe, il y a des gens de tous les horizons qui viennent pour la semaine ou pour la journée ou pour certaines conférences en particulier. Alors, je vous donne rapidement le programme de l'été. D'abord, le printemps arabe, bien sûr, ces révolutions qui sont en train de modifier le portrait du monde arabe. Comment comprendre pourquoi ces révolutions, comment elles se déroulent et jusqu'où elles vont aller. Ensuite, la Chine, superpuissance. Nous allons discuter d'économie, de politique et de stratégie du gouvernement chinois. Avec nos amis juristes, nous allons faire un diagnostic des droits de l'homme sur Terre. Comment se comporte-t-il dans les différentes sphères, y compris en Chine, en Russie, aux États-Unis, et comment l'ONU peut agir pour faire avancer les droits de la personne. Nos amis géographes et biologues nous proposent biodiversité. Comment est-ce que la planète, les États, les sociétés arrivent à maintenir le niveau de biodiversité actuel ou du moins à freiner la dégradation. Les enjeux à la fois scientifiques, politiques et économiques sont abordés. Scandinavie, les outils du succès. Comme vous le savez, la Suède, la Norvège, la Finlande sont toujours au sommet des palmarès en ce qui concerne la qualité de vie ou la croissance économique ou la baisse des inégalités sociales. Comment est-ce qu'ils y parviennent? Professeurs et experts vont démonter l'édifice, si vous le voulez, des politiques publiques dans les pays scandinaves. J'en ai encore deux à vous mentionner. États-Unis, un pays sous tension. En juillet, on sera à peu près à 1 an de la présidentielle américaine de 2012. On va essayer de comprendre où vont les États-Unis. Et finalement, il y a cette école gestion de crise où les participants sont invités à gérer une crise internationale en jouant le rôle soit de l'ONU, des États-Unis, du Fonds monétaire international. On vous explique comment fonctionnent les organisations, comment fonctionne une négociation internationale et vous allez essayer de sauver un pauvre pays qui a perdu son gouvernement. Alors voilà, c'est le menu général des écoles d'été. Vous trouverez tous les détails sur cerium.ca. Les inscriptions sont ouvertes. On espère vous y voir en grand nombre. J'aimerais terminer en remerciant l'équipe technique de l'émission Planète Terre, Luc Laflamme, Ognan Ouerguiev et Félix Lajeunesse. Et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine.